Salut tout le monde et bienvenue dans ce tout premier vlog de l'envers de la blouse. Alors on change un peu avec ce format-là, le sujet s'y prête un peu mieux et puis c'est de toute façon beaucoup plus facile à produire pour moi. Et en plus c'est une période où je suis pas mal débordé donc ça m'arrange pas mal de vous faire ça comme ça. Et puis on verra bien, peut-être qu'il y aura d'autres vlogs, peut-être pas, on verra bien. Et puis commencez pas à ronchonner dès le début de la vidéo parce que ça change un peu. Oh ça va, allez c'est bon, je me casse. Bon, aujourd'hui on va parler d'une question, vous l'avez vu dans le titre, si parmi vous certains sont scientifiques, je pense qu'ils l'ont déjà entendu. Ou si vous n'êtes pas scientifique, peut-être que vous l'avez déjà posé à un scientifique. Ou alors en voyant un scientifique parler de ses travaux à la télé, sur internet, vous vous êtes peut-être posé cette question. Et cette question c'est donc, à quoi ça sert ? Vous allez me dire, quel est le rapport avec la science ? En fait les scientifiques ont l'habitude d'entendre cette question, vraiment, le à quoi ça sert ? Et en fait, c'est une question qui est assez particulière. Elle est pleine de sous-entendus, il y a une sorte de sens caché dessous. Mais attention, j'insiste vraiment, c'est pas une mauvaise chose de poser cette question à un scientifique, parce que ça permet de comprendre la finalité de son travail, de mieux comprendre ses travaux. Donc en soi, c'est pas une mauvaise chose. La problématique, c'est plutôt effectivement le sens caché sous cette question, éventuellement la perception qu'on va avoir de la réponse que le scientifique vous donnera. Alors on va pas se mentir, la question est souvent alimentée par l'argent. On veut savoir ce que fait le scientifique avec tout cet argent qui est éventuellement notre argent, celui du contribuable, de nos impôts, puisque ça pourrait très bien être un chercheur par exemple de la fonction publique, en l'occurrence. Donc voilà, le fric, on a un peu ça en tête, le fric, le fric, le fric. Vous pensez qu'à ça, je suis désolé. Alors le scientifique, selon ce qu'il fait, il aura plusieurs options pour répondre à cette question, et la première, c'est que le but concret, la réponse à la question est parfaitement évidente. Je vais vous donner un premier exemple. J'ai travaillé sur une plante qui s'appelle l'ambroisie à feuilles d'armoise. C'est une plante qui est assez connue dans l'est de la France, en Bourgogne, dans la région du Rhône, vers Lyon, et puis aussi un peu dans le sud de la France. Et en fait, c'est une plante elle pose pas mal de problèmes, en fait. C'est une plante invasive, et en fait, cette plante pose des problèmes en agriculture, par exemple, parce qu'elle va envahir des cultures, donc ça pose un gros problème aux agriculteurs. Et puis en plus de ça, il y a toute une thématique de santé publique. Parce qu'une fois par an, donc à peu près au mois de juillet, eh bien l'ambroisie produit du pollen, qui est très allergène. Et ça, forcément, ça coûte de l'argent à la sécurité sociale, simplement parce que, ben voilà, il y a du rhume des foins, quoi, et puis il y a des gens qui peuvent pas aller travailler, par exemple, etc. Et notez bien qu'une nouvelle fois, c'est une question d'argent. Cette plante provoque des soucis économiques. Du coup, là, c'est facile, le chemin est tout tracé, on voit bien qu'il y a des problèmes de santé publique, des problèmes agricoles, donc là, le chemin est tout tracé, on répond à la question super facilement, il y a un véritable intérêt pour la société, pour nous, de travailler sur cette plante, pour faire de la prévention, pour endiguer l'invasion, etc. Mais le souci, c'est que tous les travaux scientifiques ne sont pas aussi concrets. Voilà, ils n'ont pas tous d'application directe. Et c'est le cas, entre autres, de ce qu'on peut appeler la recherche fondamentale. Et pour ça, on va prendre un autre exemple. Vous connaissez certainement Cédric Villani, qui est ce mathématicien français qui a obtenu la médaille Fields il y a quelques années, et en 2014, il était invité dans l'émission de Laurent Ruquier sur France 2, où il expliquait un peu son travail sur ce qu'on appelle le plasma. Alors très sincèrement, j'ai pas super envie de vous expliquer ce qu'est le plasma, mais quand même on va faire un petit effort, même si je suis pas le mieux placé, mais en gros le plasma c'est un état de la matière, comme l'état liquide ou gazeux, et en gros, c'est ce qu'on résume à une soupe d'électrons. Les électrons sont séparés des atomes, donc ils sont en liberté comme ça. Voilà. Donc c'est la soupe d'électrons, c'est la meilleure image qu'on doit pouvoir trouver. Je pense que c'est la pire explication de physique du monde, là. Et puis, vous vous en doutez, assez rapidement, au cours de l'émission, vient la question fatidique. Concrètement, qu'est-ce que ça change dans notre vie, cette affaire-là ? Voilà, on pouvait pas y couper, mais c'est comme ça. Alors Villani semble même pas tant surpris que ça, peut-être un brin dépité, mais il va répondre très très bien à la question, pas de problème, d'ailleurs on va reprendre quelques éléments de sa réponse, voilà, mais on s'y attendait. La recherche théorique ou fondamentale, elle va pas changer vos vies, elle apporte des connaissances, pierre par pierre, à un édifice qui est infini, mais elle va pas changer la société, elle va pas changer votre quotidien. Du coup, quand on répond ça, c'est vrai que le public peut rester un petit peu sur sa faim. Et je pense que là, les physiciens parmi vous sont en train de me voir venir. Quand Albert Einstein a émis ses théories de la relativité, c'était purement théorique, fondamental, ça avait rien changé à nos vies. C'était révolutionnaire, bien sûr, scientifiquement parlant, mais nos vies, elles, ça n'avait pas changé grand-chose. Donc si on avait posé la question « à quoi ça sert Einstein ?»,
il aurait été tout aussi embêté que Villani pour répondre. Sauf que voilà, des décennies plus tard, les travaux d'Einstein sur la relativité nous permettent aujourd'hui d'utiliser nos GPS. Oui, les trucs que vous avez dans vos voitures, là. Et d'ailleurs, c'est ce que Villani répond à ce moment-là dans l'émission. Ça veut dire qu'en fait, un jour, la recherche fondamentale peut tout à fait donner du concret, et nous servir, à nous. Et ça, tu vois ma gueule, c'est cadeau. Ça me fait plaisir. On ne peut pas résumer les travaux scientifiques à leur finalité. C'est pas toujours concret, c'est pas toujours d'intérêt public. Un jour, ça peut le devenir. Ou pas, d'ailleurs. Pourquoi il devrait forcément y avoir une finalité? D'ailleurs, c'est quoi une finalité? Est-ce que accumuler des connaissances, c'est pas déjà une finalité en soi? Et puis, pourquoi l'intérêt économique devrait toujours venir légitimer des travaux scientifiques? Du coup, maintenant, vous devez comprendre que, sous cette question anodine, il y a vraiment une sorte de côté un peu sombre, des conséquences néfastes. Mais j'insiste vraiment sur le fait qu'il n'y a pas de problème, hein. Continuez à vous intéresser aux travaux des chercheurs. C'est bien. Faites-le. Pas de problème. Le truc, c'est que les scientifiques, ils ont pris l'habitude de vendre leurs travaux. Et le fait est que trouver une finalité, c'est bien, ça rend les travaux plus attractifs, plus sexy. Et le truc là-dedans, c'est que quand vous avez votre truc tout prêt comme ça, comme pour l'ambroisie, y a pas de problème, mais des fois, il va peut-être falloir un peu enjoliver les choses. Et on enjolive souvent les choses. Parce que mine de rien, la recherche, c'est quand même pas mal une question de tiroir-caisse. On aura beau dire ce qu'on veut, on peut faire de la science pour la science, bien sûr, mais la recherche, elle a besoin d'argent, c'est comme ça. Et mine de rien, rendre attrayant ces travaux, c'est important. Pour vous, le public, pour les pouvoirs publics, et puis aussi pour les autres sources de financement. Si je prends le cas des études sur les OGM, dans toutes les thématiques différentes, ces dernières décennies, on constate quand même qu'il y a un essor du nombre de publications scientifiques sur le sujet. C'est des milliers et des milliers dont je vous parle. Ce bond-là, c'est un peu aussi grâce à vous, voilà, c'est parce qu'il y a des inquiétudes, un intérêt pour ces thématiques. Voilà, là c'est vraiment pour que vous compreniez cet exemple que c'est une véritable machine qui s'alimente, voilà, et que tout est lié, même vous faites partie de cette machine. Mais souci de cette thématique, c'est qu'il faut rendre sexy ces travaux. C'est un truc qu'on apprend d'ailleurs quand on est étudiant, à valoriser un peu son travail, pour, comme je le disais, pour le vendre. Ça veut pas dire du tout qu'on va biaiser les résultats ou qu'on va transformer ou quoi que ce soit. Ça veut pas forcément dire ça. Ça veut surtout dire que les travaux scientifiques se suffisent plus à eux-mêmes. Alors je vais vous prendre un autre exemple pour illustrer un petit peu tout ça. Il y a des études qui sont faites sur la relation entre la mère et l'enfant, plutôt son nouveau-né. Et donc ça concerne surtout les odeurs. En fait ça se fait à Dijon, au Centre des sciences du goût et de l'alimentation, et le but c'est de voir si le nouveau-né est plus ou moins attiré par certains laits. Parce qu'en fait il y a des laits différents. Juste après la naissance, la mère produit ce qu'on appelle du colostrum, voilà, et après plus tard, le lait qu'elle produira sera différent. Donc là, je vous ai mis l'image, vous voyez qu'il y a des couleurs différentes, et puis la composition, évidemment, selon la date après l'accouchement, voilà, il y a vraiment une différence de composition. Le truc, c'est que bien sûr, le lait, il va falloir aller le chercher, donc à la maternité, chez la maman. Donc voilà, c'est normal, il nous faut des échantillons, pour ensuite tester ça sur des nouveau-nés, pour voir s'ils sont attirés plus ou moins par une odeur. En gros, on met un dispositif comme ça, et puis il y a un petit échantillon de lait d'un côté et de l'autre, et puis il va tourner la tête selon la situation. Donc du coup, durant l'étude, forcément, on est au contact du public, donc on va lui expliquer d'où on vient, ce qu'on fait, le contexte de l'étude, plus normal, quoi, parce qu'on va quand même prendre son bébé pour lui faire un petit test, etc. Donc voilà, rien de plus normal, on lui explique qui on est, ce qu'on fait, pas de problème. Et là, le scientifique, il va sortir de son attirail sa finalité, son but ultime. Il va répondre à la question « à quoi ça sert ?» Et là, en l'occurrence, ce serait de pouvoir aider à terme les nouveau-nés prématurés. Alors c'est pas un mensonge du tout, c'est vraiment le but ultime. Si on trouve un moyen odorant de stimuler l'appétit des prématurés, ça les aidera à se nourrir et donc ça va augmenter leurs chances de survie, donc c'est plutôt une bonne chose. Sauf que voilà, on sait pas si ces études mèneront vraiment à ça. Peut-être que oui, mais peut-être que jamais. Et c'est ça le truc, c'est que ça répond à la question à quoi ça sert. Puis la réponse c'est quand même ouf, quoi, ça donne beaucoup d'importance à ces travaux. Évidemment qu'on veut participer à l'étude, on veut aider les prématurés quand même, on n'est pas des monstres. Alors vous pouvez y voir une stratégie pour avoir des échantillons, des participants, vous pouvez. En attendant, si un jour on arrive grâce à ces travaux à aider des prématurés, on aura bien fait. On a ce besoin de savoir à quoi ça sert. Mais on peut pas résumer les travaux des scientifiques à ça, à juste les finalités. Et puis on peut pas non plus en vouloir aux chercheurs de valoriser leurs travaux, du moment que ça reste honnête, bien sûr. Ce n'est qu'une conséquence finalement de toute cette mécanique. Le revers de la médaille à ce système-là, c'est que les scientifiques ont l'obligation de valoriser leurs travaux pour pouvoir les pérenniser, pour pouvoir les faire vivre, car tous les travaux ne sont pas
sur le devant de la scène. Et ce système-là, les menaces, évidemment, on pourrait peut-être les faire disparaître. Sois sexy ou meurs. En gros, ça résume pas mal la situation. Ça fait penser à un certain publish or perish. Par contre, je sais pas pourquoi je dis ça à la Shakespeare. Publish or perish, my lord. Une expression anglaise qu'on verra dans une vidéo d'ici un moment. Vous verrez. Et en plus d'une blague de merde, vous avez un teaser offert. Bref, certains travaux qui ont moins d'intérêt à vos yeux peuvent tout simplement être menacés. Parce qu'il n'y a pas de finalité, parce qu'il n'y a pas une application concrète d'intérêt économique. Et cette question, à quoi ça sert, pourrait bien mettre fin à certains travaux. Alors il y a quand même une morale à tirer de ce petit vlog, c'est que quand vous posez la question à un scientifique à quoi ça sert, vous aurez compris que vous pouvez la poser, au contraire, posez-la, c'est bien, mais quand le scientifique vous répond, et que ça vous semble un petit peu pas très concret, obscur, qu'il n'y a pas d'application économique derrière, que ça accumule surtout des connaissances, voire même que c'est pour la beauté de la science, et ben ça veut surtout pas dire que ça sert à rien. Voilà, ce vlog est terminé, ne partez pas, j'ai des trucs très importants à vous dire. Alors dans un premier temps, je tiens à vous partager une chaîne d'astronomie, c'est la chaîne I Need Space. En fait, la personne qui s'en occupe, il a lâché un tweet, et c'est ce qui m'a inspiré le vlog, il a relu mon texte et tout, donc je le salue bien au passage, et peut-être qu'il donnera son point de vue un jour, on sait pas, sur la question, parce que lui, il est dans un tout autre domaine, et je dirais pas qu'à la place de chaîne d'astronomie, j'ai failli dire astrologie, je me serais juste fait étrier, quoi. Un point super important dont je dois vous parler, c'est que le système des annotations sur YouTube a changé. Les annotations, c'était ces petits textes que je mettais, mais une fois que la vidéo était publiée, ce qui permettait de corriger des erreurs. Donc ça n'existe plus. Voilà, donc je peux plus corriger les erreurs comme je le faisais avant. Sauf que des erreurs, j'en fais toujours. Donc même si je fais attention, bah il y en a qui se glissent. Alors, il faut aller dans la description et je mets une partie erratum. Voilà. Mais c'est super important parce que moi, je veux pas vous induire en erreur. Les chaînes YouTube, c'est pas forcément le... Voilà, ça remplace pas un cours, ça remplace pas des vraies informations scientifiques, mais quand même, c'est des introductions, ce que je fais, et je veux pas que voilà, vous soyez induit en erreur, comme je viens de le dire. Donc, allez voir les descriptions, ça vaut pour moi, mais aussi pour toutes les chaînes. Allez voir les descriptions, vraiment, j'y tiens, c'est super important. Jetez un coup d'œil s'il n'y a pas une section erratum dans la description, vraiment. Voilà, ce petit vlog est terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas, les commentaires sont là pour que vous puissiez réagir, et peut-être que parmi vous, il y en a qui vont témoigner, hein, qui ont déjà entendu cette question, par exemple, donc n'hésitez pas, et puis à donner d'autres exemples par rapport à ceux que j'ai déjà donnés. Et voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour un prochain épisode de L'Envers de la Blouse. Salut!